le grand public connaît moins les engagements de l'État vis-à-vis de la condition animale. Alors peut-être on peut les rappeler brièvement. Quels sont-ils justement? Alors en fait, la prise de conscience, on va dire, de l'État sur cette question de la situation des animaux et du bien-être animal est quand même une notion relativement récente et qui a évolué également avec, on va dire, l'évolution de la société. Et l'État s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester en dehors de ces questions-là et que plutôt que de réagir à des situations, il devait anticiper et mettre en place un certain nombre de politiques pour justement s'intéresser à la question des animaux. Alors ça passe par l'évolution de la situation, on va dire, juridique des animaux qui a évolué dans le temps et puis sur les différentes politiques publiques, dans leur prise en compte de ces politiques publiques, la place des animaux en fonction de comment, on va dire, chaque ministère inclut dans son rôle la place de l'animal. Voilà, c'est le ministère de l'Agriculture, par exemple, qui est le ministère, on va dire, principal, qui traite de la question animale, à la fois sur les aspects de bien-être animaux, toutes les questions de l'élevage, toutes les questions aussi d'octroi d'autorisation pour détenir des animaux, pour voilà, tout ce qui est en fait jusqu'à l'ultime dans certaines branches, qui est la question des abattoirs et de la vie des animaux et de la nourriture et de cet élément-là. Et puis toute la question aussi qui est la préservation des espèces, avec le rôle effectivement, un rôle plus environnemental et de biodiversité, où l'État joue aussi un rôle dans la préservation des espèces. Donc voilà un gros résumé, si vous voulez, la place de l'évolution en tout cas et la prise en compte de la place de l'animal dans ces politiques-là. Donc il y a même des dispositions réglementaires tout ça a été réglementé. Je pense en particulier au point de vue sanitaire aussi, où là c'est un élément important dans le rapport de l'État au monde animal. Ouais, tout à fait. Alors, on est ici sur un territoire rural, en Ariège, où la question, effectivement, et puis l'économie est basée en grande partie sur l'élevage et de ce fait, si vous voulez, la condition des élevages, les conditions sanitaires des élevages sont extrêmement suivies et réglementées, et le rôle de l'État avec ses services, notamment ce qu'on appelle les services de la DETSPP, la direction départementale de la protection des populations, inclus dans ces directions les services vétérinaires qui ont un rôle à la fois au niveau du suivi des différents élevages, alors ça peut être les élevages ovins, bovins, etc., mais aussi le transport des animaux. Et puis les services effectivement qui procèdent à l'abattage des animaux, donc le contrôle des conditions de fin de vie de ces animaux, et puis ensuite le suivi, on va dire, sanitaire, jusqu'à l'approvisionnement des chaînes de distribution et les magasins d'alimentation. Donc l'État s'assure que toute cette chaîne soit faite dans le respect de l'animal, autant qu'on puisse considérer qu'on est dans le respect de l'animal, mais aussi dans des conditions sanitaires pour que, effectivement, les produits soient, on va dire, consommables pour les citoyens. Alors l'État, justement, a cette dimension réglementaire liée à la maltraitance, par exemple animale, où là, il y a aussi, l'État a un nouveau rôle, c'est relativement récent, je crois. Alors, c'est vrai qu'on a longtemps considéré que l'animal, et notamment les animaux domestiques, même s'ils sont proches de l'homme, étaient simplement considérés comme des biens meubles, non dotés finalement d'une sensibilité et aujourd'hui, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que la société ne se satisfait plus de ce positionnement-là. On a vraiment une appétence et un intérêt de nos concitoyens à cet être vivant qui nous accompagne et qui vit avec nous. Et même pour ceux qui, effectivement, qu'on destine à nous
nourrir, eh ben, on considère qu'ils doivent être traités dans de bonnes conditions et avoir le moins de souffrance possible. Donc notre rôle au niveau de l'État, c'est vraiment d'organiser ces surveillances. Alors j'ai parlé de la surveillance des animaux d'élevage, et puis il y a toute la surveillance des animaux plus domestiques qui vivent au quotidien avec nous. C'est s'assurer effectivement que les citoyens alors d'abord ceux qui élèvent des animaux, les élèvent dans des conditions qui soient satisfaisantes, détiennent des autorisations et des capacités d'élevage qui soient conformes à un certain nombre de réglementations pour que les animaux soient bien traités. Les conditions de vente également, que voilà, on s'assure que ces animaux ne partent pas dans des filières d'exploitation pour être détournés sur des marchés de consommation ou autres, on le sait. Et puis c'est aussi dans tout le quotidien s'assurer que les personnes qui détiennent des animaux ne les maltraitent pas. Et à ce titre-là, donc, il y a vraiment eu toutes ces dernières années un gros investissement des services de l'État, mais aussi des forces de l'ordre sur le suivi des situations de maltraitance avérées. Ça peut être des maltraitances effectivement repérées par les services vétérinaires dans des élevages ovins, bovins, etc., des animaux qui n'étaient pas bien nourris, pas soignés, etc., ou laissés blessés parce qu'au pré ils se sont blessés. Ça peut être des animaux détenus par des particuliers et qui sont aussi soumis à des privations de soins ou battus. On a vu des vidéos circuler avec des images assez insoutenables de bêtes maltraitées. Donc pour l'État, c'est que les forces de l'ordre soient formées à écouter la parole qui leur remonte sur ces situations-là, agir, se saisir de ces situations et investiguer pour éclairer et bien comprendre ce qui se passe, et c'est ensuite porter à l'autorité judiciaire le signalement de ces situations pour que les auteurs soient poursuivis et fassent l'objet donc de sanctions qui soient à la hauteur. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu le maillon, et puis l'articulation qu'on met en place. Après, on a aussi, si vous voulez, cette évolution de la prise en compte de l'État, elle s'est faite avec un développement des associations de défense des animaux qui ont pris aussi de l'ampleur, qui se sont saisis de ces situations et qui ont, alors j'ai envie de dire aussi, amené l'État à investir plus cette question et à développer ces politiques pour lutter contre les dérives. Très bien. Donc, le bien-être animal, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, l'État accompagne, et au même titre qu'il protège les individus, tente et protège aussi le monde animal. On a évoqué le particulier, on a évoqué le sanitaire, il y a aussi l'environnement naturel. Et l'État intervient aussi dans la protection et, on va peut-être pas évoquer, mais dans les potentialités de conflits ou autre, le patrimoine naturel animal est aussi sous la bonne garde de l'État et des services de l'État. Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, les questions environnementales et d'évolution climatique sont un enjeu. Très clairement, l'enjeu de demain, c'est en gros qu'est-ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants. Et donc, on sait qu'il faut protéger les espaces naturels, qu'il faut protéger les espèces, et pour certaines qui sont en voie de disparition. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut faire vivre, ménager, et en même temps ne pas hypothéquer le développement économique, le développement des territoires, parce que c'est nécessaire aussi à la vie de nos concitoyens. Donc c'est arriver à trouver cet équilibre. Et donc les politiques portées en matière de protection de la biodiversité, protection de l'environnement, c'est aussi pour l'État de protéger des zones, de mettre des territoires en protection, et même pour certains en protection forte, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire, rien construire, etc.
l'État pour laisser la nature reprendre sa place. Ça passe par la réintroduction de certaines espèces, parce qu'elles avaient disparu, et puis parce qu'on les réintroduit sur des territoires qui étaient le leur, originellement, et cette réintroduction peut être source de conflits avec des activités effectivement déjà existantes sur le territoire. Donc le rôle de l'État, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre place de l'espèce et activité économique. Donc c'est accompagné avec sa politique, avec des aides, avec l'évolution de l'activité économique pour permettre à l'espèce de retrouver sa place. Voilà. Donc c'est un équilibre pas toujours facile, mais donc je pense que la réintroduction des espèces aussi passe beaucoup par de la communication et de la préparation. Il faut absolument que l'État et on travaille vraiment cet aspect-là. La réintroduction des espèces se fasse en concertation avec les ensembles des acteurs des territoires, pour en favoriser l'acceptation. Et puis c'est aussi travailler sur la protection d'espèces existantes et qui sont là depuis des millénaires et qu'on ne connaît pas bien parce qu'elles vivent cachées, elles vivent dans des cavités. Alors je pense aux chauves-souris, je pense à des calotritons, à toutes ces petites bébêtes là, du monde souterrain, mais qui sont à l'origine de la vie et d'un certain nombre d'espèces et dont on sait qu'aujourd'hui leur survie est vraiment en question. Donc je citais un exemple, la création de la réserve naturelle nationale souterraine d'Ariège, qui est en cours là, de création, là, c'est vraiment effectivement de classer un certain nombre de cavités de l'Ariège dans lesquelles on a repéré des populations qui sont en déclin et qu'il faut protéger pour maintenir cette diversité génétique pour pouvoir la suivre, l'étudier scientifiquement et puis pouvoir la faire connaître aussi aux plus jeunes et aux autres populations. Donc là aussi, on a tout un travail de protection du monde souterrain avec la création de cette réserve souterraine qui sera la première en France quand elle verra le jour d'ici 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ici, localement, si on devait définir des priorités dans le rapport que peut avoir l'État au monde animal, quelles seraient les priorités localement ici? Est-ce qu'il y a des priorités aujourd'hui en matière sanitaire ou en matière de bien-être animal? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été... Alors, on vient de parler là, par exemple, de préservation, effectivement, avec cette réserve. Est-ce qu'il y a d'autres priorités que vous identifiez aujourd'hui et des arbitrages qui sont... Alors, sur les priorités, alors on est sur un territoire rural, donc où je vous indiquais que la question de l'élevage, c'est vraiment l'activité, on va dire, qui prédomine. Donc on a forcément des citoyens ou les acteurs du monde économique qui ont un rapport à l'animal, qui est un rapport pour beaucoup économique, puisque l'animal, etc., mais qui est aussi, que moi je trouve assez respectueux. C'est-à-dire que ce sont des agriculteurs et des éleveurs qui ont un intérêt pour leur animal, qui sont attachés à leur animal et qui ont dans l'idée de lui prodiguer les meilleurs soins. Moi je n'ai pas noté, si vous voulez, de situation, alors il y en a quelques-unes, mais ce qui prédomine quand même, c'est cet aspect-là. C'est aussi au travers du développement du tourisme dans la région, c'est aussi montrer effectivement la richesse de ce territoire, à la fois sur cet aspect effectivement de production, d'élevage des animaux, mais aussi par les espèces qui y vivent. Je pense les chevaux castillonnais qui sont du territoire, les chevaux mérins, plus généralement en Ariège, c'est la vache casta, c'est l'âne des Pyrénées. C'est un territoire qui est riche de ces relations à l'animal et pour que ces races existent, c'est qu'il y a eu derrière des hommes qui les ont portées, qui ont
ont soigné les animaux, qui ont, voilà, pour vraiment en faire des marqueurs de leur territoire. Voilà. Mais ça suppose qu'au niveau des politiques de l'État, on est vraiment, on soit dans l'accompagnement. L'accompagnement, favoriser et aider les éleveurs à monter aussi en compétences dans les soins aux animaux, et le conseil. Donc c'est cette relation, si vous voulez, qui fait aussi évoluer le bien-être animal et la prise en compte des difficultés. C'est aussi tout cet aspect-là. Justement, dans cet accompagnement, est-ce que l'État accompagne aussi les collectivités locales dans ce rapport au monde animal? Est-ce que la collectivité locale, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou est-ce qu'il y a un lien qui s'accomplit sur des infrastructures peut-être de terrain, sur des infrastructures? Est-ce qu'il y a un lien entre l'État et les collectivités locales, comme des mairies ou Alors, les collectivités locales... Est-ce qu'elles en font assez? Alors, est-ce qu'elles en font assez? En tout cas, le maire est le premier, on va dire, acteur du territoire localement pour connaître des situations, alors que ce soit au niveau des éleveurs, souvent le maire c'est lui qui constate, en tout cas qui est interpellé sur des situations, c'est aussi lui qui a des pouvoirs de police, les pouvoirs de police du maire pour toutes les problématiques de divagation des animaux, donc c'est lui qui va pouvoir faire remonter ou intervenir quand il y a des animaux qui sont en divagation. Donc, voilà. Donc il est incontournable. Et sur ces questions-là, encore une fois, il faut soutenir les élus. Parce que souvent ils sont démunis, ils ne savent pas quels moyens juridiques sont à leur disposition. Ils n'ont pas forcément à repérer les services services vétérinaires, comment, etc. Ils peuvent intervenir. Et puis, souvent, les petits maires dans des communes de 30, 40, 50 habitants, ils sont seuls et voilà, ils ne savent pas comment, etc. Donc il faut que les collectivités et les communautés de communes, qui sont l'instance un peu plus, un peu plus large, qui fédère les communes, se dotent, elles, de moyens et de capacités d'intervention pour aider les petites collectivités sur ces problématiques-là. Notamment, les communautés de communes se saisissent dans la majorité des cas des compétences en matière de fourrière animale, par exemple, de fourrière animale ou de refuge pour les animaux, pour que les élus puissent, ou les citoyens tout simplement, quand voilà, ils ont à gérer ou à signaler des situations, ils aient repéré sur la collectivité un lieu où on va pouvoir prendre en charge l'animal, le faire soigner, etc. C'est mettre en place ces aides qui permettent aussi d'éviter des divagations d'animaux ou de développement un petit peu. On pense à des communes, moi, des maires qui m'écrivent ou des citoyens qui m'écrivent en me disant Madame la sous-préfète, on est envahi de chats, faites quelque chose, mais que fait donc l'État? Donc c'est des politiques de stérilisation, c'est comment, avec qui, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut pouvoir aussi apporter en conseil aux élus et mettre en place sur le terrain. Beaucoup de choses ont été dites. Oui, un autre aspect qu'on n'a pas évoqué et qui est quand même sur ce territoire aussi important, c'est l'eau. Alors c'est un sujet national, même mondial on va dire, la question de l'eau avec l'évolution du climat, etc. Mais en Ariège et en Couserans particulièrement, on a des cours d'eau qui sont alors aussi à protéger en termes de biodiversité et on a pareil une problématique d'équilibre économique à trouver entre la production d'électricité et le maintien d'un débit écologique dans ces cours d'eau. À savoir que pour faire tourner une centrale hydraulique, il faut turbiner de l'eau, ce qui oblige à dériver des cours d'eau. Alors, quand je dis dériver, c'est pas créer des canaux parallèles, mais c'est dans le cours d'eau de la rivière, on détourne un peu pour alimenter, etc. Donc, ce qu'on enlève au cours de la rivière, même si on le restitue après, ça va créer à un moment donné moins d'eau
Dans cette période, si vous voulez, de difficultés, d'assèchement, etc., on se rend compte qu'il y a un certain nombre de cours d'eau où sont créés ce qu'on appelle des assecs, c'est-à-dire des endroits où l'eau ne circule plus, et ce qui remet en question la continuité écologique du cours d'eau, et vous avez des espèces, les truites, etc., qui ne peuvent plus frayer et se développer. Donc moi je mène tout un travail là, actuellement sur le lez notamment, et on travaille avec les hydroélectriciens sur ce cours d'eau pour rétablir une continuité écologique et leur faire accepter de maintenir un débit réservé pour le cours d'eau, en dessous duquel on ne pourra pas prendre de l'eau pour alimenter les centrales. Mais c'est synonyme pour eux de moins d'eau pour faire turbiner, donc moins de production électrique. Et on sait aujourd'hui que l'hydroélectricité est considérée comme une énergie verte, renouvelable. Donc il faut aussi que cette activité puisse perdurer. Donc c'est là aussi un équilibre à trouver et maintenir, voilà, parce que il faut que dans les cours d'eau il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des truites, etc. Voilà, il me paraissait important de vous parler aussi de cet aspect parce que c'est aussi un sujet qui préoccupe sur ce territoire. Plus personnel, votre rapport aux animaux, quel est-il? Est-ce que globalement, vous avez dans votre vie été plus en rapport avec les animaux, ou aujourd'hui encore? C'est quelque chose que j'ai, qui fait partie, j'allais dire, de mes gènes. Alors moi, je suis petite fille d'agriculteur déjà, donc je passais mon enfance pendant les vacances scolaires dans une ferme, donc j'ai eu tout le temps baigné avec les animaux, le contact, etc. Et puis j'ai eu la chance d'être avec mes grands-parents qui étaient éleveurs, mais qui avaient pour leurs animaux un attachement qui m'a été transmis, et j'ai toujours voulu avoir autour de moi des animaux. Alors après, voilà, les métiers, les carrières font que c'est pas toujours simple, mais c'est aussi ça, je crois, aimer les animaux, c'est avoir conscience à un moment donné que c'est pas possible d'avoir un animal, et parce qu'on ne sera pas en capacité de lui apporter ce dont il a besoin, et donc voilà, mais dès que j'ai pu avoir des animaux, j'en ai eu, et j'avoue que ça m'apporte toujours, un accompagnement, des moments de bonheur, de douceur, etc. Et quand je vois des animaux, c'est toujours, un attrait, pouvoir caresser un chien, pouvoir... Si vous aviez un animal totem, quelque part, un animal qui vous séduit ou qui... Le cheval. C'est... Ouais. Vous êtes cavalière? J'ai été cavalière, oui. Je le suis un peu toujours, mais beaucoup moins. Mais oui, parce que je trouve que le cheval, en termes de relations, permet, vous renvoie un petit peu votre réalité, ce que vous êtes. Voilà, et donc moi j'ai beaucoup appris sur moi dans ma relation avec le cheval, avec un cheval, voilà. Et j'en ai fait après dans ma carrière professionnelle. Je travaillais en milieu carcéral, et on a utilisé entre guillemets les chevaux dans l'équithérapie, la médiation animale, pour permettre à des auteurs de crimes, de délits, à verbaliser des choses, et aussi dans cette relation avec le cheval leur renvoyait des personnalités très agressives et très violentes se voyaient renvoyer de l'agressivité, de la violence par le cheval. Si vous voulez, c'était le miroir en fait de leurs émotions et de leurs sentiments. Donc moi je trouve que c'était assez énorme, et ça se développe beaucoup dans tous les milieux un petit peu où on a besoin de travailler autrement que par la parole, parce que des fois la parole ne suffit pas à pouvoir sortir de certaines situations. L'animal, et notamment le cheval, permet ça.
Voilà, donc voilà. Et puis après, le cheval, c'est les grands espaces. Moi ici, voilà, c'est monter en estive à cheval et pouvoir m'évader. Et du coup, là, c'est plus la sous-préfète, c'est plus rien, c'est moi et l'animal qui fait corps et qui profite des paysages, qui s'arrête au bord d'une cascade, trempe les pieds dans l'eau. Voilà, c'est tous ces moments-là qui sont formidables. Et il m'a été proposé, et j'ai accepté bien volontiers, d'accompagner la transhumance en Couserans. Alors, la transhumance a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Là, hein. Ça fait partie des manifestations qui aujourd'hui sont reconnues comme vraiment une valeur culturelle et un marqueur fort des territoires. Et ici, c'est vraiment, moi j'ai trouvé une spécificité très forte sur ce territoire. Donc, chaque année, vous avez les éleveurs ovins principalement, bovins également, et puis équestres, qui montent leurs troupeaux dans les montagnes pour les faire paître, on va dire entre juin et début octobre, pour leur faire profiter des espaces, des prairies en alpage, parce que ça fortifie l'animal, ça lui amène tout un bienfait, et donc pendant cette période, ça donne lieu à une fête populaire, une fête avec les animaux aussi, où se transmettent des traditions et notamment transhumance en Biros, les transhumances de bêtes mâles également, où on accompagne donc les troupeaux, à pied, j'ai eu fait, et puis à cheval, sur les chevaux castillonnés. Donc j'ai fait la montée 2 années de suite avec les troupeaux de Mérins et Castillonnais. Et puis quand on arrive en estive, dans le cirque où tout le monde se pose, on a des danses folkloriques, on a des barbecues, partage de moments avec les animaux, les personnes, et beaucoup de maintenant j'allais dire de touristes, hein, mais de citadins en tout cas, qui viennent prendre le bol d'air de la montagne et s'acculturer à ces traditions qui sont des moments forts, voilà, où tout le monde se mélange et partage. Et ça illustre bien justement ce lien entre monde animal et monde humain au travers de la culture. Merci beaucoup, encore une fois.